Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors, je viens de me doucher, je viens de me raser, donc je suis en méga forme pour vous faire cette vidéo et répondre à la question suivante. Beaucoup de personnes me disent, Tammy, pourquoi l'or baisse? On a le Bitcoin qui explose, c'est la même logique, c'est une valeur refuge. Et donc on a l'or qui baisse, ou du moins qui ne performe pas bien depuis pas mal de temps. Et vous avez le Bitcoin qui surperforme, alors même que les indices américains, etc., se comportent également très bien. Donc il n'y a pas cette panique, il n'y a pas cette peur. Le Bitcoin n'est pas en train de jouer un rôle de valeur refuge actuellement. Il est surtout en train de profiter finalement d'un vrai engouement. Donc je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. Alors, ici, je vous ai préparé une petite présentation. Et dans cette présentation, justement, je vais essayer de répondre à cette question. Alors, ces derniers temps, comme vous le savez, on a assisté à une flambée du cuivre qui a atteint son plus haut niveau depuis 8 ans. Hein. Vous voyez ici le cuivre, on était 2011, ça valait quelque chose comme 4,5. Ici, en 2012, on était aux alentours des 4 et on a battu finalement ce record. Et donc on voit que le cuivre s'est très bien comporté. D'ailleurs, j'ai préparé une vidéo sur les autres métaux précieux et voilà, j'ai préparé quelque chose en ce sens. On a également le pétrole qui se reprend fortement. Vous voyez ici, forte reprise, le RSI qui se comporte bien, on est au-dessus de la zone de neutralité, etc., etc. On casse ce niveau, techniquement parlant, c'est pas mal du tout. Et pourtant, et c'est ça le plus bizarre dans cette histoire, c'est que l'or ne veut pas performer. Pourtant, l'or, c'est le métal précieux par excellence. Pourtant, l'or, c'est vraiment... il y a eu un énorme engouement, mais l'or atteint son plus bas niveau depuis 9 mois. Et la raison ici, vous le voyez, le titre, c'est les taux d'intérêt qui montent et bien évidemment le plan de Biden. Alors, le plan de Biden qui est juste énorme, je pense que ça mériterait une vidéo, mais on voit bien que la peur, d'accord, elle a disparu. La confiance est de retour, elle est vraiment de retour, et donc c'est ça la raison, c'est pourquoi. Tout d'abord, on a une reprise de l'économie mondiale, une reprise de la croissance, pas dans tous les pays, pas de la même manière, etc., mais on a une reprise de l'économie mondiale. Le FMI, il va réviser à la hausse ses prévisions économiques, de croissance économique mondiale. On a une amélioration des perspectives pour les États-Unis, pour la Chine, les deux grandes puissances économiques de la planète. Mais bien évidemment, il y a une mise en garde de la part du FMI contre les incertitudes et les nouvelles souches de virus. C'est-à-dire qu'on le voit, confinement, reconfinement, on n'est pas encore sorti. Mais notamment aux États-Unis, il y a eu une vaccination massive aux États-Unis, Grande-Bretagne, là où je suis, les Émirats, il y a eu également une grosse vaccination. Je pense que voilà, c'est numéro 2, etc. On peut le dire, on a évité le pire. C'est quelque chose que je vous dis depuis longtemps. C'est-à-dire que moi, perso, quand j'ai vu le début de la crise, je me suis dit tout va s'effondrer pour des raisons évidentes. Et puis, effectivement, il y a eu les fameux plans de relance, le quantitative easing, comme ça a été du jamais vu dans l'histoire, les dettes publiques mondiales qui ont explosé. Mais c'est ça, c'est les mesures budgétaires des gouvernements de 16 000 milliards de dollars ont permis effectivement d'éviter le pire. Et la directrice du FMI le dit, sans ces mesures et sans l'action des banques centrales, la contraction de l'année dernière aurait été au moins 3 fois plus grave. On aurait pu... Maintenant, encore une fois, ce n'est pas sans conséquence tout ça. C'est-à-dire que la dette publique, elle a littéralement explosé, d'accord? Elle a vraiment explosé. Il y a le chômage, il y a des industries qui ont été décimées. On a également les cartes qui ont été redistribuées, mais notamment la Chine qui est devenue, qui a vu sa puissance s'accélérer. On a vu également les géants de la tech qui sont encore plus montés en puissance. Bref, il y a eu effectivement, cette crise a été éclair, mais elle a changé beaucoup de choses, beaucoup de paradigmes, etc. Et on voit ici que la pauvreté, elle a fortement explosé, notamment dans les pays pauvres et les pays émergents.
et on voit une baisse des revenus de 20% à cause de la récession due au Covid. En Asie, Asie du Sud-Est, etc., la pauvreté a augmenté, 240 millions de pauvres en plus. Asie du Sud, 128. L'Amérique latine, 54 millions. Moyen-Orient, Afrique du Nord, 44 millions de pauvres en plus. L'Afrique subsaharienne, 44 millions de pauvres en plus. L'Europe centrale et voilà, la Russie, etc., 30 millions. Et bien évidemment, on voit que même les pays riches, la pauvreté a augmenté. Donc, premier point, c'est que voilà, on n'est pas encore sorti de la crise, même s'il y a quand même des signaux positifs. Tous les pays n'ont pas la même chance. Hein. Il y a les pays qui ont les moyens de se payer des vaccins, qui ont eu les moyens de redistribuer, qui ont des monnaies fortes et qui ont pu effectivement limiter la casse. Et il y a les autres pays. Les vaccins ne sont pas disponibles partout, pour tous, et trop de gens continuent à être confrontés, bien évidemment, au chômage, la hausse de la pauvreté, et beaucoup de pays sont à la traîne. L'autre risque qu'a soulevé le FMI, c'est une hausse des taux d'intérêt rapide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et Powell le dit, on n'a pas peur de l'inflation, on a encore de la marge de manœuvre, le taux de chômage est encore élevé, on n'est pas encore sorti de la crise, donc pour le moment, les taux d'intérêt sont faibles. On a également Christine Lagarde récemment qui a dit on va tout mettre en œuvre pour garder les taux d'intérêt faibles. Pourquoi? Parce qu'une hausse rapide des taux d'intérêt pourrait avoir un impact juste catastrophique sur pas mal, sur les personnes qui ont emprunté, crédit immobilier, les entreprises, etc., etc., etc. Et donc, Madame Georgieva, la directrice générale du FMI, elle a souligné que si on augmente les taux d'intérêt trop rapidement, ça peut effectivement poser problème. Et on peut avoir, et c'est ça le gros risque, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a eu effectivement des phénomènes de ce genre, notamment la crise asiatique en 1997, si ma mémoire est bonne. Et durant cette crise asiatique, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un flight to quality. C'est-à-dire que on avait prêté beaucoup d'argent aux pays d'Asie du Sud-Est et ces pays, à un certain moment, se sont retrouvés en difficulté. Et puis, tu as les États-Unis qui vont à un certain moment augmenter les taux d'intérêt. Alors, pour les États-Unis, ils vont les augmenter juste pour calmer l'inflation. Mais en fait, le fait d'augmenter les taux d'intérêt fait que tu vas avoir de l'argent qui va aller massivement des pays émergents, etc., vers les États-Unis. Et le risque, il est là. C'est si les taux d'intérêt augmentent, premier risque, c'est fuite importante de capitaux, sortie massive de capitaux des économies émergentes, mais également développées. Le deuxième risque, bien évidemment, c'est le risque que j'évoquais précédemment, c'est une situation de hausse des taux d'intérêt. Qu'est-ce que ça va provoquer? Ça provoque une baisse des investissements, une baisse de la consommation et puis bien évidemment une augmentation de la charge de la dette. Donc ça, c'est voilà. Mais autre point très très important, quel est le risque d'une hausse des taux d'intérêt? N'oubliez pas, ça mériterait une autre vidéo, mais la dette publique des États, d'accord, qui est juste massive. Donc, si tu augmentes les taux d'intérêt, la dette, aujourd'hui, c'est très simple. Les États-Unis, alors qu'ils sont endettés comme pas possible, payent beaucoup moins en intérêt que dans les années 90. Alors que la dette est juste stratosphérique. Pourquoi? Parce qu'on a des taux d'intérêt historiquement faibles. Et parce que, voilà, il y a une confiance et parce qu'il y a des politiques agressives. Maintenant, encore une fois, ça peut durer, ça peut continuer, mais comme je vous l'ai dit précédemment, les cartes sont en train d'être rabattues. C'est-à-dire que la Chine, elle est en train d'avancer, elle est hyper agressive, etc. Et ces politiques sont très bien à court terme pour calmer le jeu, mais à long terme, elles peuvent être destructives. Donc le rythme accéléré de la vaccination aux États-Unis, une nouvelle mesure de relance, bien évidemment, ça a dopé les rendements obligataires et le dollar. Et pourquoi ça pèse sur l'or? Tout simplement, quand tu as une hausse des taux d'intérêt, l'or ne rémunère pas. Donc si tu as une hausse des rendements, les gens vont se dire « Ok, mais pourquoi je vais placer mon argent en or alors qu'il y a plus rentable ?» Et encore une fois, l'or, c'est avant tout une valeur refuge. Ce n'est pas un placement intéressant à long terme. Donc une hausse des taux, un dollar plus fort,
grâce au plan de relance de Biden et bien évidemment les efforts d'accélération de vaccination. Historiquement, et ça vous le savez, hein, l'or progresse quand il y a une incertitude, quand il y a de l'inflation. Pour le moment, l'inflation n'est pas là et l'incertitude commence à disparaître. Et donc, l'or a fortement progressé en 2020, d'accord ? 24% en 2020, c'est-à-dire sa plus forte progression en 10 ans. Pourquoi ? Parce que l'incertitude était extrêmement élevée. Depuis le début de l'année, il chute d'environ 4%. L'or est considéré comme beaucoup trop cher, trop polluant, etc. Et il existe des alternatives moins chères, sous-évaluées, comme le platine. Ça méritera une super bonne vidéo par la suite. Et le platine, le rôle du platine, c'est que non seulement il joue le rôle de valeur refuge, comme l'or, mais en plus, il contribue positivement à l'environnement, ce qui n'est pas le cas de l'or. Mais, encore une fois, attention à ce raisonnement à court terme. Pour moi, l'or reste intéressant dans le cadre d'une stratégie de diversification de portefeuille. Et puis, bien évidemment, la grosse explication finalement de la baisse de l'or, c'est le Bitcoin. C'est le Bitcoin, c'est la hausse, vous voyez ici, depuis octobre. Et 2021, ça a été l'année. Voilà, c'est vraiment là, vous voyez ici, pendant pas mal de temps. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais Tammy, il était là. Oui, mais combien de gens l'ont acheté là? Personne, d'accord? Il y en a très, très peu. Mais voilà, et techniquement parlant, tu n'achètes pas un truc qui s'effondre. Parce que, regardez, par exemple ici, tu as un truc qui s'effondre. Et puis ça monte, et puis ça baisse, et puis ça... Voilà. Et il a fallu attendre pas mal de temps pour revenir à l'équilibre. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand tu as un truc qui baisse, et ça, c'est une règle de base, quand tu as un truc qui baisse, parce que j'ai vu beaucoup de gens, encore une fois, genre, tu as l'impression qu'ils achètent sur le plus bas. Punaise, t'es champion du monde, quoi. Il y a les champions du monde, il y en a à gogo sur Internet. Les champions du monde, mais ils ne te disent pas, ouais, j'ai acheté quand ça valait 100, puis j'ai acheté quand ça valait 50, puis j'ai acheté quand ça valait 20, et aujourd'hui, ça vaut 5, et merde, j'ai jamais récupéré. Et c'est ça le problème, c'est que c'est des champions du monde. Et le risque, il est là. Quand tu as un truc qui baisse, n'achetez jamais. Il faut acheter un truc qui prouve qu'il y a des acheteurs. Il y a du momentum. Parce que sinon, tu peux rester collé pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans. Et le problème, encore une fois, c'est que beaucoup de gens n'ont pas ce raisonnement. Donc pour moi, le Bitcoin, d'accord, dans toute cette phase, on voit bien qu'il y a une grosse zone de consolidation. Depuis 2018, vous voyez, on tape les 10 000, 12 000, on tape. C'est à partir de là que c'est devenu intéressant. À partir d'octobre, où là, on a eu une vraie tendance haussière avec des indicateurs qui se sont retournés à la hausse. Et donc là, on voit bien que le Bitcoin concurrence directement l'or. Et justement, même les analyses de JP Morgan l'expliquent, les stratèges de JP Morgan. On a eu 7 milliards d'entrées dans les fonds Bitcoin, sur les ETF, et 20 milliards de sorties sur l'or, sur les ETF, sur l'or. Donc on voit bien qu'il y a des rentrées sur le BTC et des sorties sur l'or. Et ça explique beaucoup de choses parce qu'encore une fois, le Bitcoin attire, etc. Donc voilà, c'est hyper intéressant et il y a un vrai engouement, un vrai phénomène de mode qui n'a rien à voir avec le risque, l'incertitude, puisque aujourd'hui, la situation, elle s'est calmée, qui a plus à voir avec aujourd'hui, c'est à la mode, aujourd'hui, je ne sais pas moi, c'est la star. Mais les choses vont évoluer et comme d'habitude, ce qui était à la mode hier ne le sera plus demain et encore moins après-demain. Donc, il faut vraiment être vigilant pour ceux qui sont excités et puis avoir une vision long terme. Donc, pour moi, justement, est-ce que l'or, il faut s'en débarrasser? La réponse est non. Mais il ne faut pas investir sur l'or, genre comme voilà, les gars qui, depuis 10 ans, t'expliquent que c'est la fin du monde, il faut acheter de l'or. Il y en a, hein, vous les connaissez, pas besoin que je dise de qui il s'agit. Ça fait 10 ans, 20 ans, ils t'expliquent à chaque fois c'est la fin du monde, c'est la fin du monde, il faut acheter de l'or. Ces gars-là se sont plantés. Et encore une fois, juste, ça m'arrive de me planter également. Maintenant, dans les années 2010, 2010, j'ai dit, moi, je n'y crois pas dans ce scénario, tout va s'effondrer, etc. Et c'est haussier. Vous retrouverez les vidéos publiquement, etc. Et on s'est foutu de ma gueule comme pas possible. On m'a dit, tu es le copain des banques, tu es ceci, tu es cela. Et puis, bien évidemment, les faits m'ont donné raison à long terme.
Et l'or, ben, j'étais sceptique. En 2012, j'avais même dit, pour moi, c'est sûr. Et ça s'est cassé la figure. Donc aujourd'hui, on a l'or, pour moi, ça reste un actif très intéressant dans une perspective long terme, pas dans une perspective court terme. Ça reste également un outil de diversification de son portefeuille, d'accord? Donc effectivement, si tu vas avoir un portefeuille intelligent, etc., c'est intéressant de le diversifier. Je n'ai pas d'historique assez long sur le platine, sur les autres métaux précieux, par exemple l'argent. Beaucoup de gens aiment l'argent, hein, et peut-être qu'on fera une vidéo sur le sujet. Beaucoup de gens aiment l'argent, mais je n'ai pas d'historique assez long pour vous dire « ouais, c'est super, il faut acheter de l'argent ». Donc moi, j'estime que l'or reste très bien, qu'il faut vraiment l'avoir en fond de portefeuille, qu'il faut l'adopter, qu'il faut effectivement le travailler à long terme. Maintenant, encore une fois, on est sur les marchés financiers dans le phénomène des effets de mode, du momentum. C'est-à-dire qu'il y a des moments où certains actifs seront à la mode, à d'autres moments, ils seront moins à la mode. Il faut être capable de jongler avec tout ça, de travailler avec tout ça. Et puis, bien évidemment, ne pas oublier d'avoir vraiment une stratégie solide. Moi, je pense que le risque de beaucoup de personnes, c'est que ces personnes sont focalisées sur le court terme, ne sont pas focalisées sur le long terme. Et pour moi, c'est ça ce qui va vous sauver. Beaucoup de gens vont perdre beaucoup d'argent parce que justement, ils voient trop de bruit. Ça monte, l'or, le platine, le bitcoin, etc. Et en fait, ils se perdent dans tout ça. Alors que si ils avaient un peu plus de recul, s'ils avaient une stratégie globale, les choses seraient beaucoup plus intelligentes et beaucoup plus intéressantes. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Les prochains thèmes, le platine, hein, justement, Coinbase, parce que c'est l'IPO, peut-être la plus grosse IPO qui ait jamais été dans les techs. Donc, ça peut être hyper intéressant. D'autant plus que, et la question que me posent beaucoup de personnes, tu as mis, OK, si l'État veut interdire le Bitcoin, pourquoi la SEC autorise l'IPO de Coinbase? Et c'est une excellente question. Et encore une fois, voilà, je vais essayer d'y répondre de manière honnête et franche dans mes prochaines vidéos, comme d'habitude. Voilà, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!